top départ. Eh ben, c'est super, très bien. Donc, comme d'habitude, alors de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Alors, De des beaucoup de Chittamatra. choses. Oui, du Chittamatra, exactement. Parfait. Et qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on disait? Eh bien, on en était à la page 102, Qu'ils 103. n'acceptent pas les objets extérieurs, mais qu'ils acceptent l'autocognition comme existant véritablement. Oui, très bien. Donc ça, c'est en effet, c'est une partie importante de la définition d'un tenant Chittamatra. Donc un tenant du Mahayana qui n'accepte pas les objets extérieurs à la conscience, mais qui accepte l'autocognition comme existant véritablement. Ouais, très bien. Donc ça veut dire que eux, ils parlent surtout des trois natures. Ils parlent pas vraiment des deux vérités, même si là, on en parle dans ce chapitre-là. Et donc, on va essayer d'y revenir, parce qu'il y a des points importants, surtout à la page 104. Et après, à la page 105, il y a beaucoup de choses que Geshe-Dreyfus a déjà évoquées, donc on essaiera peut-être de passer assez rapidement, à moins qu'il y ait des difficultés là-dedans. Et puis, donc en effet, la dernière fois, on avait vu qu'il y avait ce fameux verre d'eau, utilisé comme exemple dans les textes classiques. Donc, un déva va avoir du nectar, un être humain va avoir de l'eau, un poisson va avoir son environnement, etc., etc. Ouais, très bien, donc c'est ça qu'on avait vu. Donc c'était pour prouver du point de vue de Chittamatra qu'il n'y a pas de phénomène extérieur, que les phénomènes sont de la même nature que l'esprit. Et puis, voilà, ils prennent souvent même dans les textes, le Bouddha tend à le dire lui-même. Alors, il dit la diversité des mondes ne sont qu'esprit. Par exemple, je crois c'est dans le Dashabhumika Sutra, le sutra sur les 10 bhumis, où il dit ça. Et donc, bien sûr, les Chittamatrins prennent ça au sens littéral. Les Madhyamikas vont l'interpréter, bien sûr, vont dire que il faut un observateur pour qu'il y ait un observé. Il faut un sujet pour qu'il y ait un objet. Très bien. Et donc, on en est à la page 103. Et donc, l'étudiant se posait la question, mais alors, qu'est-ce que le verre? Et donc, Geshe-Dreyfus dit, est-ce que vous avez une difficulté pour savoir ce qu'est un verre? Et donc, il dit, non, ce n'est pas la question. La question est de savoir quelle est la cause de la perception du verre. Est-ce que c'est le verre ou est-ce que c'est quelque chose en nous qui perçoit le verre? Donc, en effet, on a vu que c'était des graines qui germent dans la conscience, différents types de graines, des graines de type similaire, des graines du soi, etc., etc. Il y a des graines karmiques aussi. Ok. Et donc, il y a une relation interdépendante. Donc, on parle en effet de causalité. Donc, ça, c'est le bas de la page 103. Et ensuite, l'étudiant dit si en moi, il y a des tendances karmiques qui font que je perçois un verre d'eau et que je suis en plein désert, il devrait y avoir un verre d'eau. En effet. Et donc, Geshe-Dreyfus dit si les tendances s'éveillent de la bonne façon, oui. Mais pour qu'elles s'éveillent, il faut également des circonstances extérieures. Donc là, c'est dangereux de parler d'extérieur quand on est dans le point de vue de Chittamatra. Donc là, il dit, là, je vous arrête car vous essayez de trouver des failles au Yogacara et vous allez y arriver. Or, ce que je veux d'abord, c'est que vous réfléchissiez à ces raisonnements et que soit vous me donniez une réponse, soit que vous me disiez que c'est en effet convaincant. Donc en fait, c'est ça qu'on a essayé de faire au cours de cette semaine. On a essayé, enfin je ne sais pas si vous avez essayé de le faire, moi j'ai beaucoup oublié, mais c'est d'avoir les lunettes d'un Chittamatra, d'essayer de voir le monde, l'univers à la façon chittamatrine, de voir comment est-ce que les choses dépendent de nos états d'esprit en fait, tout simplement. Normalement, ça nous décrispe un petit peu par rapport à cette saisie qu'on pourrait avoir sur les phénomènes extérieurs, quand on regarde les infos, etc., où on se dit oh là là, mais c'est pas possible, ce dictateur, etc., etc., tous ces dictateurs, on se dit mais c'est pas possible. Ok, donc à nouveau, ni hao. Okay. Andy Howe, il a disparu. Il a disparu. Bon, Il nous ok. observe. Donc, et donc ça, on se décrispe un petit peu avec la vue du Chittamatra. On se dit, vu qu'il n'y a pas de phénomène totalement objectif, séparé de ma conscience, ça dépend de la façon dont je vois les choses. Salut Rachel, comment vas-tu? Salut tout le Ça va monde, bien? ça va? Ouais? Désolée Impeccable. de retard. Bah, c'est pas très grave, on a vraiment juste commencé. On en est au bas de la page 103 et on est en train de voir comment est-ce qu'on peut prendre le regard d'un Chittamatra
de voir que les choses extérieures n'existent pas du tout, les choses existent, mais en dépendance d'une perception, ouais, en dépendance de notre esprit. Donc ça a tendance à nous décrisper par rapport aux situations qu'on peut rencontrer, se dire tout dépend de mon esprit finalement, de la façon dont je perçois les choses. Donc ça offre une certaine liberté, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, c'est vraiment utile. Re-salut Jordan, tu as le son, ça marche? Ah mais en fait c'est Jordan qui se reconnectait avec ce nom utilisateur invité. Bon, j'espère que le son va marcher pour elle. J'espère que tu nous entends. Ouais, ton micro est coupé, mais j'espère que tu nous entends. On verra. Non, je crois qu'elle a une difficulté de connexion. Ouais. Ok. Donc en effet, c'est ça de se dire en effet que ça dépend bien sûr d'un regard intérieur en fait. Hein. C'est ce que on peut regarder ça par rapport au goût et aux couleurs qu'on peut avoir. On peut se dire que facilement, en effet, que si quelqu'un aime, je sais pas moi, aime la tarte aux fraises, ça va pas nécessairement être apprécié par tout le monde. Il y a des gens qui sont allergiques à la fraise, ou il y a des gens qui sont totalement dans l'aversion par rapport à la fraise ou par rapport au sucré, etc., etc. Je sais pas comment c'est possible, mais C'est des névrosés. exactement. Ça doit être un voile afflictif acquis. Nous sommes déjà libérés par rapport à ce voile afflictif. Très bien. Et donc là, Geshe-Dreyfus dit un des problèmes est qu'il y a deux réseaux de causalité parallèles. Il y a une causalité extérieure et une causalité intérieure. Donc là, comme on le disait, c'est dangereux de parler de causalité extérieure pour le Chitta-Matra, mais il y a quand même un sens derrière ça. Il faut que les deux correspondent pour qu'il y ait un verre d'eau, pour que le verre d'eau soudainement apparaisse dans le désert. C'est en effet une difficulté majeure. Il faut une double causalité. Néanmoins, il faut observer que pour les bouddhistes, c'est avantageux parce qu'il y a la loi du karma. Donc avoir une double causalité intérieure et extérieure est intéressant. Il est clair que les yogacaras ont la doctrine qui explique le mieux la loi du karma et de l'effet. Ouais, ça c'est important. Vous verrez souvent dans les textes, ça c'est une petite parenthèse, que dans certains textes, la traduction dit simplement la causalité, au lieu de causalité karmique. Mais il y a une différence majeure. Quand on dit causalité, c'est gyunje, la cause et l'effet. Et quand on dit causalité karmique, on dit lenje, le karma et les effets, comme le dit Geshe-la ici. Donc c'est très important puisque la causalité karmique ne résume pas la causalité. Ouais, ça veut dire que si vous donnez malencontreusement un coup de pied dans la table et que le vase de votre arrière-grand-mère se casse, le fait que le vase se casse, c'est pas une causalité karmique, c'est une causalité physique, ouais. Tout simplement parce qu'il y a la loi des forces qui entre en jeu, etc., etc. Le choc fait que le vase se casse. Si vous souffrez de perdre ce vase parce que vous étiez attaché ou qu'il vous rappelait des choses, etc., dans ce cas-là, c'est une causalité karmique, c'est un fruit karmique, le fait de souffrir, etc., dans ce cas-là, ouais. Donc, la causalité et la causalité karmique ne sont pas équivalents. Il y a trois possibilités, ouais. Ok, très important. Donc là, elle dit, en effet, il y a cette causalité. Et donc, il parle de causalité extérieure. Mais qu'est-ce que ça veut dire extérieure dans ce cas-là? Ça veut dire que on se posait la question une fois dernière, c'est que est-ce que la table dans le petit temple de Nalanda cesse d'exister quand je tourne la tête ou quand je sors du temple? Voilà. Normalement, si elle continue d'exister, ça veut dire qu'elle cesse d'être une entité substantielle unique avec ma conscience. Ouais, vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'elle cesse d'être rêvée, entre guillemets, par moi. Ouais. Mais est-ce qu'elle cesse d'être rêvée dans l'absolu? Non. Elle peut toujours être appréhendée par les consciences omniscientes, par les êtres qui sont là, pourquoi pas. Il pourrait très bien y avoir une araignée, il pourrait très bien y avoir des êtres plus ou moins, comment dire, éveillés, etc., etc. Donc ça veut dire que, comme on l'avait dit, il y a des continuums extérieurs. Ça veut dire que je ne suis pas tout seul dans l'univers, malgré ce que mon ego a tendance à me dire. Je ne suis pas tout seul dans l'univers en train de vous rêver, par exemple, en train de rêver les êtres, en train de rêver les Bouddhas, etc., etc. Les êtres, les Bouddhas, etc., existent bien à l'extérieur de moi.
Donc c'est ça que veut dire ici, j'imagine, chez Dreyfus, quand il parle d'une causalité extérieure, ça veut dire qu'il y a des choses qui continuent de se passer, même quand nous ne sommes pas là. Ouais, Oui. très bien. Donc ça veut dire que même si cette table cesse d'être une entité substantielle avec ma conscience quand je ne suis plus là, elle ne cesse pas d'être une même entité substantielle avec la conscience d'autres individus. Ouais, ça vous parle? Tout à fait. Ouais, génial. Génial, c'est super. C'est super, c'est super. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. Oui, oui. Waouh, excellent. C'est magnifique. Donc, je pense que c'est ça qu'il veut dire quand il parle d'une causalité extérieure. Et donc, l'étudiant, page 104, dit, mais quelle est cette cause extérieure? Et donc là, bien sûr, Geshe-Dreyfus revient à l'intériorité, forcément. Les causes extérieures se ramènent bien à des conditions intérieures, finalement. Mais ce sont des conditions intérieures différentes. Ça veut dire que ce ne sont pas mes conditions intérieures à moi, mais ce sont les conditions intérieures d'autres individus. Ça veut dire que pour qu'un verre d'eau apparaisse soudainement dans le désert, si nous sommes dans le désert, il faut malgré tout qu'il y ait aussi d'autres individus pour lesquels le verre, puis l'eau, etc., auront été des objets rêvés, etc., et qu'ensuite ils apportent ce verre rêvé, entre guillemets toujours, c'est pas vraiment du rêve, c'est un rêve, c'est le rêve du samsara, et qu'ils apportent ce verre rêvé dans ma conscience. Oui. C'est Mais des dans règles similaires alors. Oui, exactement. On est obligé de dire ça puisque ce rêve rêvé n'est pas à l'extérieur, il ne peut pas être la cause de ma conscience. Donc ce sont des graines en moi qui vont faire que je vais avoir le même rêve que ces autres personnes qui rêvaient du rêve avant moi, qui rêvaient du verre avant moi. Ouais. Donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, parce que on peut pas dire que si quelqu'un est en train de préparer un verre d'eau pour l'apporter à un marcheur dans le désert, etc., que ce verre d'eau soit la cause de la conscience visuelle, par exemple, de ce marcheur dans le désert. C'est pas possible pour les Chittamatra, parce que si c'était la cause de cette conscience, ça voudrait dire que ce verre existe avant cette conscience. Mais c'est pas possible, puisque ce verre, c'est comme quand on est dans un rêve, on est en train de rêver, et donc il y a l'apparence du verre qui apparaît dans notre rêve. Cette apparence n'apparaît pas avant la conscience qui rêve de ce verre. Donc, il y aurait une difficulté majeure à dire que le verre qui est rêvé par des personnes soit la cause de la conscience de la troisième personne qui a soif et qui a besoin d'un verre d'eau, qui dit apportez-moi un verre d'eau s'il vous plaît. Et là, hop, tout de suite, le verre d'eau apparaît. Mais ce verre d'eau n'est pas la cause de cette conscience. Ça veut dire que, tout simplement, en effet, comme dit Bernard, la troisième personne a un rêve, elle est en train de partager le même rêve que les personnes initiales qui avaient déjà le verre d'eau. C'est le seul moyen d'expliquer ça du point de vue du Chittamatra, en disant que ce sont les graines qui germent et que soudainement, hop, on rêve du même verre que les deux personnes précédemment rêvaient déjà de ce verre-là. Et donc, le verre qui était rêvé avant nous par d'autres personnes, c'est ça qu'on entend par une causalité extérieure, d'un certain point de vue. C'est extérieur à nous, mais c'est pas extérieur à ces personnes elles-mêmes. C'est nécessairement toujours intérieur. Ok. Très bien. Ok, la graine qui produit la vision du verre d'eau est différente de la graine qui produit la vision de l'objet. De l'objet, donc ça veut dire qu'il y a des graines qui font en sorte qu'il y ait cette apparence erronée. C'est-à-dire qu'il y a des graines qui font que la table qu'on est en train de voir, cette table est en effet, l'apparence de cette table est engendrée par une graine, et l'apparence extérieure de cette table est engendrée par une autre graine, la graine de l'ignorance. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Donc ici, on pourrait peut-être dire de la vision de l'objet extérieur. Je crois que c'est ça qu'il veut dire. Puisqu'il n'y a pas d'objet extérieur pour les Chittamatra. Ouais. Donc de manière ultime, bien entendu, que tout se ramène à la causalité intérieure. Mais une causalité intérieure extrêmement complexe. Ça veut dire que vu qu'il y a plusieurs individus et que ces individus sont extérieurs les uns par rapport aux autres, tout est intérieur, mais il y a quand même des individus à l'extérieur de nous. Sinon, ça ne jouerait pas. Sinon, pour qui est-ce qu'on voudrait obtenir l'éveil, etc. Donc, c'est extrêmement complexe. En effet, c'est qu'il y a de l'intérieur et de l'intérieur des individus qui sont extérieurs à nous. C'est là où les choses sont complexes. Très bien. C'est-à-dire que parce qu'il y a la graine de la vue du mur qui éclot,
cela bloque la graine qui me ferait voir un bon café dans la cuisine. Le karma est là, mais il y a quelque chose qui bloque et donc je ne vois pas. Donc en effet, il y a toujours ces interactions de graines, etc., lesquelles vont germer les premières, lesquelles sont empêchées de germer, etc., etc. Très bien. Donc là, il y a des points importants dans ces pages 104 et 105. On a le temps, ouais, c'est super. Donc il dit, comme nous l'avons expliqué, l'objet direct du langage et de la conception ne sont pas les objets réels eux-mêmes. Ce sont les représentations conceptuelles que nous en avons. Donc ça, même les Chittamatrins vont l'accepter, les Sutrantika, etc., etc. Donc la conception et le langage ne nous mettent en contact avec les choses réelles que d'une façon indirecte. Donc ça, on l'avait vu. Hein. On avait vu que voir directement une table, c'est comme regarder la table à travers une vitre. Ouais, on la voit plutôt directement, plutôt telle qu'elle est, etc. Pour ces écoles-là. Surtout pour le Sutrantika. Même si avec le Chittamatra, la vitre donne une apparence extérieure. Vu qu'on regarde la table au travers d'une vitre, c'est comme si la table était de l'autre côté de la vitre, ouais. Donc, en dehors de notre esprit. Très bien. Et donc, ça c'est erroné, bien sûr, il n'y a pas de table à l'extérieur de notre esprit. Mais comme il y a cet aspect, comme il y a ces graines karmiques, ces graines de l'ignorance qui font que cette table apparaît comme si elle existait à l'extérieur, il y a forcément ce truc erroné, cette distorsion dans la perception. Mais malgré tout, la table, elle apparaît telle qu'elle est, d'une certaine manière. En tout cas, pour les Sutrantika, ça doit exister tel que ça nous apparaît. Mais quand c'est de la conception, à ce moment-là, c'est plus une vitre, c'est un miroir. Ouais. Donc ça fait ricochet. C'est-à-dire que, imaginons, la table est plutôt derrière nous, derrière notre épaule de gauche, par exemple, et cette table envoie un aspect dans le miroir, elle reflète son image dans le miroir, et nous, ce qu'on voit, on voit le reflet dans le miroir. Donc le reflet, l'image qui se trouve dans le miroir n'est pas la table. Ouais, ça, on est tous d'accord là-dessus. Très bien. Donc ça veut dire que quand on a une représentation linguistique, une représentation conceptuelle, etc., c'est comme ce qui fonctionne dans un miroir, c'est indirect, c'est pas ricochet. C'est-à-dire que ce qui se manifeste directement à notre conscience, c'est un reflet conceptuel, et l'objet indirect, c'est bien l'objet tel qu'il est, la table, etc., etc. Ouais. C'est comme une photo, c'est fixe. Oui. Exactement, tout à fait. Ouais, ouais, c'est comme une photo, exactement. Ouais, ça parle à tout le monde? Ouais, super. Ouais. Ok. Génial. Très bien. Donc ça, c'est très important. Ok. Donc le langage et la conceptualisation ne nous permettent pas de comprendre les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire qu'il y a une distorsion. Il y a cette distorsion de la photo, du reflet dans le miroir. Elles peuvent nous aider, mais elles ne nous montrent pas la réalité telle qu'elle est. Aussi, le langage et la conception sont-ils appelés samvriti en sanskrit. Donc vous vous rappelez que samvriti ou kunzop en tibétain, conventionnel en français, a 3 sens donnés par Acharya Chandrakirti. Donc il y a sujet obscurcissant ou obstacle. Littéralement, ça veut dire qui recouvre la réalité. Tattva vachadana. Tattva vachadana, ça veut dire qui recouvre la réalité, qui obscurcit la réalité. Ouais. Donc ça, c'est le premier sens de obscurcissant. Ensuite, il y a mutuellement dépendant, paraspara sambhavana. Donc ça veut dire qui est relatif, interdépendant, qui naît en même temps, on pourrait dire. Et nominal. Ouais, dépendant ou relatif, ouais. Et convention mondaine, loka vyavahara. La convention mondaine, c'est souvent ça qu'on emploie ici dans les textes quand on dit conventionnel, ouais. Convention voulant dire toutes sortes de choses, paroles, mais également activités, choses que l'on fait, tout ce que l'on peut expliquer de façon conventionnelle dans le monde. C'est ça que ça veut dire conventionnel, ouais. Très bien. Lorsqu'on ne traduit samvriti que par vérité conventionnelle, donc samvriti satya, vérité conventionnelle, c'est qu'on a choisi un de ces sens. Et donc, ce n'est pas nécessairement le même sens partout. C'est ça qui est un peu difficile à comprendre, c'est que dans certains textes, en effet, on peut tout à fait avoir le même mot répété 2 fois dans la même strophe. 2 sens différents. Et avec 2 sens différents, exactement. Exactement. C'est très trompeur. Par exemple, Acharya Chandrakirti dans le Madhyamaka Vatara dit
nyamon kyona malu jisola tale jonwa loye tongyorshi. Dani di yulu dojene neljopaye dani gobarje. Il dit toutes les difficultés, tous les problèmes, tous les défauts qu'on a viennent de cette saisie du destructible, la vue du destructible, la vue égotique. Et il dit le yogi ayant vu que le jeu est la base de cela, eh bien le yogi va s'employer à trancher le jeu. Et donc il y a deux fois jeu, mais l'objet d'observation qu'est le jeu, lui, il existe, donc on ne va pas y toucher. Mais le jeu qui est l'ego, qui est un jeu inhérent, intrinsèque, etc., ça, on va le trancher à la racine. Donc il y a deux fois jeu, da en tibétain, mais le sens est complètement différent d'un verset à l'autre, dans la même strophe. Et donc là, c'est pareil, Samvriti, à un moment donné, dans le Madhyamakavatara, Acharya Chandrakirti dit, quand il parle des deux vérités, il dit que le Bouddha a énoncé que ce qui était vrai pour un sujet obscurcissant était une vérité conventionnelle, et il dit ensuite les objets factices ou les objets composés sont de simples conventions ou existent conventionnellement, Samvriti. Et donc c'est le même mot, Samvriti, sauf que ça a deux sens différents. Donc c'est très trompeur parce que même dans certaines traductions, on peut même dire la même chose alors que initialement, ça ne veut pas dire la même chose. Ça peut être dangereux. Ok. Très bien. Donc, on ne va pas entrer dans les détails puisque justement dans le Madhyamaka, on verra justement, on y retournera. On y retournera dans ces choses-là. Mais ici, Keshe Dreyfus refait un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu depuis le départ. Donc au début, quand on avait parlé des Vaibhashika, c'était juste des audios, et les audios ont disparu sur le drive, donc je suis désolé, les vidéos commencent qu'à partir du Sotrantika, je crois. Je ne suis pas très sûr. Donc vous vous souvenez que pour les Vaibhashika, le sens de Samvriti, dans le mot Samvriti Satya, donc tout ça c'est Y, hein, quand c'est Satya, c'est pas très grave, était interdépendance. Donc quand on dit Samvriti Satya pour les Vaibhashika, ça veut dire vérité relative. C'est surtout ça qu'on va employer comme terme. Pourquoi? Ben, il le dit d'ailleurs, c'est parce que les vérités relatives, c'est les phénomènes qui peuvent être scindés, coupés, tranchés, séparés, divisés, etc. Et donc, quand ils sont divisés, on trouve leurs parties constituantes, et les parties constituantes infinitésimales, c'est ça les vérités ultimes. Ouais. C'était des particules indivisibles, des moments temporels indivisibles, des phénomènes incomposés, etc., etc. Et donc ça, c'est les briques constitutives de l'univers, c'est les Legos, les pièces du Lego. Et donc quand on assemble les Legos, on a des trucs, des dinosaures, des maisons, etc., qui sont fabriqués par ces Legos. Et donc tout ça, c'est relatif. C'est relatif, pourquoi? Parce que c'est la relation de toutes ces briques individuelles. Ouais. Très bien, excellent. Donc les Vaibhashika vont surtout dire vérité relative au lieu de vérité conventionnelle. Très bien, donc chez les Sotrantika, ah oui, donc, pardon, c'est pour eux ce qui est produit par interdépendance des constituants ultimes de la réalité. Donc ça c'est pour les Vaibhashika. Donc chez les Sotrantika, Samvriti veut dire sujet obscurcissant. Et Satya, toujours avec un Y, ce qui existe, ou ce qui est vrai du point de vue du sujet obscurcissant. Donc là, c'est très similaire au Prasangika, mais avec un sens différent. Donc le sujet obscurcissant, ce sont les conceptions. Elles sont obscurcissantes parce qu'elles ne nous montrent pas la réalité telle qu'elle est, mais nous donnent une image déformée de la réalité. C'est-à-dire que cette photo qu'on prend d'une table, d'un objet, d'une personne, etc., est nécessairement distordue, cette photo, puisque cette photo, l'image est statique d'un certain point de vue. D'un certain point de vue, parce que l'image, elle va vieillir, etc. On peut trouver des vieilles cartes postales, etc., qui sont un peu jaunies, etc., etc. Donc ça veut dire que, en effet, l'image elle-même, elle vieillit. Mais dans l'aspect statique, c'est ça que représente en effet la distorsion, c'est que la conceptualisation, elle est statique nécessairement, elle est permanente. Ouais. C'est l'exclusion de ce qui n'est pas cela, etc. Et dans ce cas-là, c'est une négation affirmative et elle est permanente pour les Sotrantika parce qu'ils ne veulent pas accepter que les phénomènes généralement caractérisés soient des vrais existants. C'est des sous-existants, c'est une catégorie de sous-existants. Et donc parce qu'ils ne veulent pas un surplus d'existants dans leur univers, etc. Contrairement à leurs adversaires Neyayika qui eux veulent un surplus d'existants, etc., etc. Ok.
Et donc, en effet, c'est une image déformée de la réalité, la conceptualisation. C'est-à-dire que le concept ne sera jamais l'objet lui-même. Ouais. C'est-à-dire que le dessin du mouton ne sera jamais un mouton. C'est impossible. Ouais, c'est impossible. Le dessin du mouton ne bêle pas, ne mange pas de l'herbe, etc., ne fait pas de crottin, etc., etc., ne fait pas de la laine, etc. Et donc, l'image d'un mouton, le dessin d'un mouton ne sera jamais le mouton, c'est impossible. Et donc, comme ce ne sera jamais un mouton, c'est peut-être une fiction utile, mais c'est un sous-existant. Le truc réel, véritable, qui est utile, c'est le mouton lui-même. Ce sera jamais le dessin du mouton, ouais. Oui. Ça parle à tout le monde quand on Oui. parle du Petit Prince? Ok, très bien. Ok. Donc, ces images, ces conceptualisations obscurcissent, page 105, obscurcissent la réalité, et puisqu'elles obscurcissent la réalité, elles obscurcissent notre vision de la réalité. Ok, donc c'est pourquoi pour les Sautrantika, les conceptualisations sont des vérités conventionnelles, on pourrait dire des vérités obscurcissantes de ce point de vue-là. Ok, donc Samvriti Satya, c'est le Samanya Lakshana, c'est le phénomène généralement caractérisé, qui est simplement imputé par une conscience conceptuelle, ce qui n'existe que de façon conceptuelle, nominale ou imputée. Et c'est également ce qui est vrai du point de vue du sujet obscurcissant. Ouais, c'est-à-dire que c'est que dans le monde conceptuel et rien d'autre. Donc ici, ce qui n'existe que de façon conceptuelle nominale. Ouais. C'est-à-dire que chez les Sautrantika, il y a une différence entre exister de manière nominale ou imputée et exister de manière simplement imputée ou simplement nominale. C'est très différent, ouais. Vous avez une idée sur cette différence? C'est le simplement ni l'existence véritable. Exactement, tout à fait. Pour les Prasangika, mais pour les Sautrantika. Ah, Pour les Sautrantika, vous vous souvenez, il y a les phénomènes substantiels et les phénomènes imputés. Ouais. Un phénomène substantiel, c'est ce qui est appréhendé par l'esprit sans dépendre de quoi que ce soit d'autre. Ça, on le reverra dans les pages suivantes parce qu'il va faire des débats là-dessus, Geshe-Dreyfus. Et donc, par exemple, une montre est un phénomène substantiel parce qu'il n'y a pas besoin de quoi que ce soit d'autre que la montre pour la percevoir, ouais. Alors que le temps, c'est un phénomène imputé parce qu'on a besoin de passer par la montre pour voir le temps, ouais. Ouais, très bien. Et donc, malgré tout, le temps, c'est un phénomène impermanent. Ouais. oui. Donc, le temps, c'est un phénomène impermanent. La personne, c'est un phénomène impermanent. Donc, ce sont des impermanents qui sont imputés, mais ils ne sont pas simplement imputés, justement parce que simplement imputé par une conscience conceptuelle, ça veut dire être permanent, être un phénomène généralement caractérisé pour les Sautrantika, ouais. Ah, d'accord. Oui, c'est différent. C'est très différent. Ça veut dire que simplement imputé par une conscience conceptuelle, ça veut dire permanent, ça veut dire phénomène permanent, alors que phénomène imputé, ça peut être simplement un impermanent, mais il faut passer par autre chose que ce phénomène pour l'appréhender, comme la personne. La personne, ce n'est pas un phénomène simplement imputé, parce que c'est un phénomène impermanent, la personne, mais c'est un phénomène imputé. D'accord. Parce que la personne, pour appréhender une personne, il faut appréhender son visage, son corps, etc., etc. Ouais. D'accord. Le simplement imputé, c'est les permanents. Exactement. Chez les Sautrantika, simplement imputé, c'est la définition d'un samanya lakshana, d'un phénomène généralement caractérisé, c'est torpe tarsam yingi rangitsenigi majupeche. Ransen de majupeche, pardon. Donc c'est un phénomène qui n'existe pas comme un phénomène spécifiquement caractérisé et qui est simplement imputé par une conscience conceptuelle. C'est ça un phénomène permanent, un phénomène généralement caractérisé, ouais. C'est différent des Prasangika. C'est très différent des Prasangika, exactement. Donc il y a une similitude dans le sens où, en effet, comme le dit Geshe-Dreyfus, oui. Oui, je dis, il y a une similitude quand même. Exactement, c'est l'aspect obscurcissant. Il y a cette similitude dans le sens où il y a l'aspect obscurcissant. Quand on dit une vérité conventionnelle chez les Prasangika, en effet, vérité conventionnelle, vérité, ça veut dire que c'est vrai au regard de l'ignorance. Donc là, il y a cet aspect obscurcissant, ouais.
pour les êtres ordinaires, etc. Mais pour les Aryas qui ont éliminé le voile afflictif, pour eux, c'est plus obscurcissant, c'est plus trompeur. Ils ne se laissent plus tromper par cette apparence d'existence inhérente. Ouais. Mais malgré tout, une table continue pour un Arya qui a éliminé le voile afflictif, une table, et reste une vérité conventionnelle. Pourquoi? Parce que ces Aryas qui sont libérés du voile afflictif continuent de comprendre que ces vérités conventionnelles sont toujours saisies comme vraies par les êtres ordinaires. Et donc ça, c'est le point de vue Prasangika, on y reviendra. Et le point de vue Sautrantika, c'est qu'en effet, cette similitude, c'est que c'est obscurcissant. Ça veut dire que ce qui est simplement imputé par une conscience conceptuelle, c'est obscurcissant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la réalité pure et dure des impermanents qui peuvent être utilisés, etc., etc. Oui, mais il y a une relation, parce que pour eux, simplement imputé, il n'y a pas les briques constitutives. Oui. Et pour les Prasangika, simplement imputé, c'est la non-existence inhérente. Donc je trouve qu'il y a une similitude quand même dans l'emploi des termes. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre d'abord le Sautrantika pour ensuite passer une marge de plus et aller vers le Prasangika ensuite. C'est-à-dire qu'on aura, grâce au Sautrantika, compris ce que veut dire à moitié exister. Voilà. C'est-à-dire que les permanents existent en effet, mais sont des sous-existants, sont des existants fantomatiques ou fictifs. Mais ils existent quand même parce que ce sont des objets appréhendés par des cognitions valides. Ils sont réalisés par des cognitions valides. Ça veut dire que, par exemple, l'espace incomposé, c'est certifié par une cognition valide. C'est-à-dire qu'on peut réaliser l'espace incomposé puisqu'on se meut dedans, on peut bouger, etc., dans les directions, etc. Et donc pour eux, ça existe. Mais c'est un sous-existant parce que c'est simplement imputé par une conscience conceptuelle. S'il n'y avait pas la conscience conceptuelle, ce phénomène ne serait pas appréhendé. Et donc, ça nous aide à comprendre en effet le Prasangika, parce que pour le Prasangika, tout ce qui existe est nécessairement simplement imputé par, par une conscience conceptuelle. Ouais. L'une des différences, c'est que pour les Prasangika, ce qui est simplement imputé par une conscience conceptuelle n'est pas nécessairement une vérité conventionnelle. Oui. Parce que la vacuité n'existe pas de manière absolue, donc la vacuité existe de manière simplement nominale. Donc, ça veut dire que tout ce qui existe, que ce soit une vérité ultime ou une vérité conventionnelle, pour le Prasangika, existe simplement de manière simplement imputée. C'est ça la différence. Les Sautrantika, pour eux, ça ne concerne que les permanents. Ouais. Génial. Excellent. Donc ça, bien sûr, c'est difficile parce que il faut avoir un petit peu approfondi les écoles philosophiques pour suivre le débat, mais vous allez voir, grâce à ce texte-là, justement, c'est fait pour qu'on puisse comprendre ces différences entre d'une école à l'autre et voir ce qui est plus factuellement concordant dans une école ultérieure par rapport à une école plus basique. Mais il y a beaucoup de choses qui vont être gardées. Chez les Sautrantika, les Prasangika ont gardé beaucoup de choses et vont bien sûr remettre en question des points importants. Ok. Très bien. Ok, et donc c'était en haut de la page 105. Donc Samvriti Satya, c'est le Samanya Lakshana, le phénomène généralement caractérisé, ce qui n'existe que de manière purement conceptuelle, nominale, et c'est également ce qui est vrai du point de vue du sujet obscurcissant, ça veut dire dans ce cas-là une conscience conceptuelle. C'est-à-dire que les représentations conceptuelles sont vraies du point de vue du sujet obscurcissant, mais ne sont pas vraies en réalité, ne sont pas réelles, mais fictives. Et puisqu'elles sont vraies du point de vue du sujet obscurcissant, elles sont dites Samvriti Satya, vérité conventionnelle. Il vaudrait mieux dire vérité pour un sujet obscurcissant, ou vérité voilée, on pourrait dire. C'est peut-être plus facile à dire. Très bien. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que pour les Vaibhashika, on va dire vérité relative, parce que ce sont des composites qui peuvent être divisés, etc. Et chez les Sautrantika, et surtout les Sautrantika qui suivent le raisonnement, ça va être des vérités voilées, parce que c'est que de l'ordre du conceptuel. Et donc, alors ça ne veut pas dire que ce ne soit que des conceptions. Les phénomènes généralement caractérisés ne sont pas que des conceptions. C'est-à-dire qu'une conception, c'est-à-dire une généralité de sens ou une conception, c'est nécessairement un phénomène généralement caractérisé, mais l'inverse n'est pas vrai. Ouais. Et alors un exemple? Un exemple? D'un phénomène généralement caractérisé qui n'est pas une conception? L'espace incomposé, par exemple, ou une vraie cessation, etc. Ouais.
D'accord, d'accord. ou une simple absence, l'absence d'éléphant rose sur ma table. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas simplement un concept, ça existe grâce à un concept. C'est-à-dire qu'il faut que le concept soit là pour révéler d'une certaine manière l'existence de cet existant, puisque c'est un existant qui est observé par une cognition valide, mais il ne se résume pas à un concept. Il doit exister là malgré tout. C'est-à-dire c'est un existant implicite, c'est ça? Implicite, oui, alors. Alors il va être réalisé, alors ça dépend de quelle conscience on parle. Si on parle d'une conscience conceptuelle, il va être réalisé explicitement par une conscience conceptuelle. Mais si on parle d'une perception directe, il va être réalisé implicitement par une perception directe. Ouais, ça dépend de quelle conscience on parle, ouais. Puisque chez les Sautrantika, on a ces deux univers. On a l'univers de l'impermanent et du permanent. L'impermanent est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe, et le permanent est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Oui. Et donc, si c'est l'objet apparent, ça engendre un aspect à la conscience, et donc c'est réalisé explicitement. Ouais? Oui. Très bien. Ok. Donc, seuls les objets d'engagement peuvent être réalisés soit explicitement, soit implicitement. Mais les objets apparents sont nécessairement des objets explicites. Ouais. Donc, ça veut dire que l'espace incomposé, par exemple, pour une conscience visuelle, l'espace incomposé va être réalisé implicitement. C'est-à-dire qu'on va réaliser la table qui est à une certaine distance, etc. Et donc, on va réaliser explicitement la table et on va implicitement réaliser l'espace qu'il y a entre la table et soi-même. Et pour le non-soi, c'est pareil. Pour les yogis qui réalisent directement le non-soi, ils vont réaliser directement et explicitement les agrégats. Et donc, le corps, les sensations, la conscience, etc. Et implicitement, vont réaliser l'absence de soi dans les agrégats. Oui. Ouais. Très bien. Et donc, ça, c'est une perception directe. Et pour les consciences conceptuelles, les phénomènes permanents sont nécessairement réalisés explicitement. C'est-à-dire qu'il y a un concept qui est là, qui sert d'aspect à la conscience, qui permet de refléter ce phénomène permanent. Ouais. Très bien. Excellent. Donc ça, c'est super. Ça, c'est super. Ok. Donc, sujet obscurcissant. Donc, vérité voilée, c'est les phénomènes permanents pour les Sautrantika. Et vérité non voilée, on pourrait dire, ou vérité ultime, ce sont les phénomènes impermanents. Et donc, il dit, donc, qu'est-ce que la vérité conventionnelle pour les Sautrantika? Ce sont tous les phénomènes qui ne sont que samanya lakshana, des phénomènes qui sont généralement caractérisés, qui n'existent que nominalement, donc simplement de manière nominale ou simplement de manière imputée, qui n'existent qu'en tant que fiction conventionnelle et qui ne sont pas réels. Mais il dit bien qu'ils n'existent qu'en tant que fiction conventionnelle, c'est-à-dire qu'ils existent. Ils existent quand même. On est obligé de dire que l'espace incomposé existe, que les vraies cessations existent. Si on réfute l'existence des vraies cessations, là c'est foutu. Là. Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir une vie spirituelle du point de vue bouddhiste et se débarrasser des afflictions, etc., vu que les vraies cessations ne seraient pas possibles, seraient des non-existants? On ne pourrait pas se débarrasser de la colère, de l'orgueil, l'ignorance, la jalousie, etc. Donc il faut que les vraies cessations puissent exister, mais ce sont des sous-existants dans le sens où ce sont des phénomènes permanents. C'est intéressant parce que c'est quand même un objet d'obtention. On veut obtenir les vraies cessations, mais malgré tout, elles n'ont qu'une existence purement voilée pour les Sautrantika. Donc ça, c'est intéressant. Ça évite qu'on saisisse l'existence inhérente, etc., de ces vraies cessations, mais comme on l'a dit, la définition d'un phénomène généralement caractérisé pour les Sautrantika, c'est ce qui est simplement imputé par une conscience conventionnelle et qui n'existe pas en tant que phénomène spécifiquement caractérisé. Ouais. Ils ne disent pas qu'il n'existe pas par ses propres caractéristiques, parce qu'ils sont obligés d'accepter que tout ce qui existe, permanent ou impermanent, existe par ses propres caractéristiques malgré tout. Ok, donc ça c'est juste un point supplémentaire. Ok, donc qu'est-ce que la vérité conventionnelle pour les Sautrantika? Ce sont tous les phénomènes qui ne sont pas samanya lakshana, qui n'existent que nominalement, etc. Les objets réels, eux, sont paramartha satya. Donc là, il y a un H après le premier T, paramartha satya. C'est-à-dire qu'ils sont vérité ultime. Ici, ultime, c'est la conscience qui perçoit les choses telles qu'elles sont. Ouais, c'est ça qu'on avait dit. Oui, exactement. Ce sont les briques constitutives de l'univers. Pourquoi? Parce que ce sont les objets des consciences ultimes. Une conscience ultime, ça veut dire une conscience non erronée. Ouais.
C'est la définition d'une perception directe, non? C'est quoi la définition d'une perception directe pour les Sautrantika? Perception directe, c'est libre de conceptualisation et non erronée. Ok, ouais. Donc Perception, cognition, excusez-moi. voilà. Une cognition libre de conceptualisation et non erronée, bravo. Donc non erronée, ça veut dire que c'est non distordu, c'est ultime. Ouais. Et donc les objets apparents de ces consciences ultimes sont du coup des vérités ultimes. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de vérité ultime, qui sont les objets donc apparents des consciences ultimes. Très bien. Ok, bah c'est génial. Donc ici, ultime, c'est la conscience qui perçoit les choses telles qu'elles sont. C'est la perception directe. La perception perçoit les choses telles qu'elles sont. Nous sommes toujours chez les Sautrantika qui suivent le raisonnement, bien sûr, puisqu'elle perçoit les choses telles qu'elles sont. Cette conscience est dite ultime. Il n'y a pas cette distorsion. Elle est non erronée. Les objets réels sont dits ultimes parce qu'ils sont vérité pour la conscience ultime. Ouais. Donc ça explique pas mal de choses. Ça explique pas mal de choses. Peut-être des choses qui étaient un peu sous-entendues dans les pages précédentes, mais là, c'est clairement exprimé. Très bien. Et donc, nous voici donc en quelques mots revenus au début de notre discussion sur les deux vérités chez les Sautrantika qui suivent les raisonnements. Donc ça, c'est presque une déformation professionnelle, hein, parce que les geishés en particulier ils passent des années à étudier les Sautrantika, etc. Ils étudient le Premlavartika pendant 3 mois, je crois, chaque année, etc. Et forcément, l'auric, tarik, la logique, etc. Tout ça, c'est du point de vue des Sautrantika qui suivent le raisonnement. Donc c'est presque une seconde nature dans le monde tibétain que d'étudier le Sautrantika qui suit le raisonnement. Donc on y revient beaucoup parce que c'est vraiment la base de la philosophie bouddhiste. Même si les Vaibhashikas sont plus basiques encore, il y a quand même beaucoup de choses qui sont difficilement acceptées chez les Vaibhashikas. Donc c'est pourquoi le Sautrantika est presque en réalité, c'est presque la première marche qui permet d'apprendre la philosophie bouddhiste. Très bien. Ok. Conscience ultime. Au début de la discussion, donc nous avions soit lakshana, donc phénomène spécifiquement caractérisé, et samanya lakshana, phénomène généralement caractérisé. Et maintenant, nous avons paramartha satya et samvriti satya. Donc là, il y a une corrélation infaillible. Un phénomène permanent ou un phénomène généralement caractérisé, c'est une vérité conventionnelle. Et un phénomène impermanent ou une vérité ultime, c'est une vérité ultime. Ouais, toujours chez les Sautrantika. Donc parfois, c'est un peu perturbant parce que souvent, on étudie la philosophie bouddhiste directement depuis le palier supérieur. Par exemple, quand Sasanté enseigne la philosophie bouddhiste, il peut assez régulièrement parler d'emblée du prasangika. Donc, on entend beaucoup vérité ultime, vérité conventionnelle du point de vue prasangika. Et quand on lit ici du point de vue Sautrantika, on se dit, mais non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce qu'a dit le Bouddha, etc. C'est totalement factice. Non, c'est ce qu'a sous-entendu le Bouddha dans le premier cycle. Ça a été ensuite, bien sûr, mis à l'honneur par les grands maîtres comme Acharya Dignaga, Dharmakirti, etc. Et ça fait partie de la philosophie bouddhiste. Mais c'est très perturbant parce que, entre le Sautrantika et le Prasangika en particulier, mais on pourrait comparer d'autres écoles, c'est très, très différent. Vérité conventionnelle et vérité ultime, c'est très différent. Pour les Prasangika, par exemple, une vérité ultime est nécessairement permanente. Elle ne peut pas être impermanente. Donc, il y a des choses comme ça qui sont un peu déroutantes. Ok. Donc, ce pourrait être également le langage, car... non, où est-ce qu'on en est? Donc, Samvriti, c'est la conception. Samvriti, c'est la conception, toujours pour les Sautrantika. Ce pourrait être également le langage, car le langage équivaut à la conception d'une certaine manière. Le langage ne fait que se référer à la réalité par l'intermédiaire de représentations conceptuelles. L'inverse n'est pas nécessairement vrai. Donc on peut avoir une représentation conceptuelle sans nécessairement avoir une représentation linguistique. Mais si on a une représentation linguistique, c'est nécessairement conceptuel. C'est comme ça qu'on pourrait formuler les choses. C'est-à-dire que si vous êtes dans un pays étranger et que vous entendez un mot d'une langue étrangère pour la première fois, vous avez quand même quelque chose qui résonne dans votre conscience conceptuelle. C'est-à-dire que vous avez quand même un son. C'est pas un son, c'est une généralité de son. Ça veut dire que vous avez pris une photo de ce son, par exemple. Vous avez pris un instantané de ce son, de ce son qui peut résonner. Vous dites, par exemple, Hango, Hango, qu'est-ce que ça veut dire? Hango, vous avez Hango à l'esprit. Et donc, c'est une généralité de son.
dans ce cas-là. Ça veut dire que pour les Sotantika, c'est permanent, etc. Mais il n'y a pas nécessairement de sens derrière ça. Malgré tout, c'est quand même la conscience conceptuelle qui entretient cette généralité de son. Ouais. Ok. Très bien. Donc c'est d'ailleurs pour cela que l'on appelle les représentations conceptuelles sens généralité. Donc c'est quoi? C'est artha samanya en sanskrit. Artha, ça veut dire le sens, et samanya, bien sûr, la généralité. Ouais. Donc parce que ce sont des généralités ou des universels, et parce que ce sont le sens du langage. Exactement. C'est ce que certains grands maîtres du passé vont dire. Ils vont dire Shabdartha, par exemple. Ils vont dire le sens du son. Ouais. D'autres grands maîtres comme Yongzin, Burbuchok vont dire c'est le sens et le son. Donc, il y a deux façons de représenter les choses en sanskrit, par exemple, parce que tout ça, ça vient du sanskrit. Vous avez soit deux phénomènes qui sont apposés l'un à l'autre, c'est le dvandva, soit vous avez un phénomène qui appartient à un autre phénomène, c'est le tat purusha. C'est-à-dire que c'est au sens génitif pour ceux qui ont appris l'allemand, donc c'est au sens génitif. Donc ça veut dire que, on va dire, c'est le sens du son. Et quand c'est dvandva, quand c'est un composé qui est dvandva, ça veut dire que c'est juste apposé l'un avec l'autre, c'est-à-dire que vous avez le sens et le son. Donc c'est pour ça qu'il y a deux interprétations possibles dans la tradition épistémologique bouddhiste. Certains vont dire que, comme le dit ici Geshe Dreyfus, c'est le sens du langage. Shabdartha dans le sens le sens du son. Ouais. Signifiant, signifié, quoi. Exactement, ils vont dire le signifiant du signifié. Donc dans ce cas-là, c'est le tat purusha, c'est le génitif. Ouais. Et pour les autres, ils vont dire signifiant, signifié dans le sens l'un apposé à l'autre, sans nécessairement que l'un appartienne à l'autre. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a ces différentes interprétations. Ok, donc ces représentations conceptuelles, elles sont dunchi. Donc en tibétain, c'est pas tunchi, c'est dunchi, c'est D-O tréma, N, chi, ouais, dunchi. Dun, c'est le sens, chi, c'est la généralité, ouais. Très bien. Donc souvent, dans les pages suivantes, vous verrez tunchi, c'est pas ça, c'est dunchi, ouais. Ok. Donc sens, généralité, parce que elles ont le sens de ce que l'on dit, et ce sont également des universels ou des généralités. C'est pour ça qu'on parle de généralité de sens quand on parle d'un concept dans la philosophie bouddhiste, ouais, dans la philosophie, la psychologie bouddhiste. Ok. Donc on a encore du temps. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce qu'on peut continuer? C'est comme vous voulez. Non, enfin. Non? Ça va. Ça va? Ok. Très bien. Très très bien. Donc là, on est revenu au Sotantika parce qu'il y a ces deux univers impitoyables de, de l'impermanence et du permanent. Et donc l'impermanence, la vérité ultime, les phénomènes spécifiquement caractérisés, etc., ça relève plutôt directement du domaine de la perception directe, et les permanents, les phénomènes généralement caractérisés, les vérités conventionnelles, etc., ça relève plus directement des consciences conceptuelles. Ouais, donc c'est vraiment ces deux façons d'appréhender l'univers d'une manière très différente. Et après, bien sûr, les débats qui se sont déroulés sur tous ces siècles, pendant tous ces siècles, c'est de savoir comment est-ce que les passerelles se font entre la perception et la conception. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des passerelles entre les deux. Très bien. Donc il dit, en bas de la page 105, quand je dis ceci est un verre, donc ceci est un verre, on pointe du doigt vers ceci. Ouais. Donc ceci, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé. C'est l'objet pur et dur, impermanent, etc. Et quand on dit est un verre, là, c'est la représentation conceptuelle. On inscrit ceci, cette chose-là, au sein de la généralité verre. Ouais. Donc, on sous-entend ceci est une instance de la généralité verre. C'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'on instancifie ceci dans la généralité verre. Et donc là, c'est bien sûr de l'ordre du conceptuel. Ok, donc ceci est un verre, le sens indirect de mes mots se réfère bien à la réalité, donc le verre lui-même. Mais le sens direct n'est que la représentation conceptuelle qu'on peut avoir de la situation. C'est exactement ça. Alors, ceci est un verre. Bon, précédemment, dans les chapitres précédents, on avait ceci est un micro, c'était le même principe. On avait le phénomène spécifiquement caractérisé et la généralité, micro, verre, table, etc., qui sont apposés à ces instances. Très bien.
conceptuel. Donc il dit, je résiste à dire dans la tête, parce que il dit, je résiste à assimiler le sens généralité à une image. Donc il n'aime pas trop parler d'image mentale quand on parle de concept, parce que image c'est impermanent, etc., alors que le concept en tant que tel, c'est un phénomène temporairement permanent. Donc il dit, une image est un phénomène psychologique qui est donc impermanent. Une chose qui se produit dans l'esprit de quelqu'un à un moment donné, existe de façon momentanée et se transforme. Le dunchi, le sens généralité, est un peu différent. Ce n'est pas une image au sens psychologique, c'est beaucoup plus une représentation conceptuelle de la situation. On peut avoir une image dans la tête, mais le dunchi n'implique pas forcément une image. Il implique seulement une représentation conceptuelle qui est une correspondance isomorphique, donc très similaire, avec ce qu'elle représente de façon quelconque. Il n'y a pas besoin de l'intermédiaire d'une image. Il parle du goût juste après, je crois. Ok, donc par exemple, pensez à la représentation conceptuelle du goût. Il n'y a pas forcément besoin d'une image. Il peut y avoir une image. Je peux avoir l'image des tartines de chocolat, mais il n'y a pas besoin forcément d'une image. L'image qui peut faire partie de la représentation conceptuelle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une sorte de correspondance ou d'isomorphisme entre la situation décrite ou imaginée et cette représentation conceptuelle. Il faut donc résister à l'assimilation immédiate de ces deux nchi à des images. L'image est quelque chose qui change à chaque moment et qui a un aspect bien particulier. Ok, donc c'est un phénomène psychologique qui se produit à un certain moment, alors qu'une représentation conceptuelle est une structure abstraite qui peut prendre la forme d'une image, mais qui ne le doit pas forcément. On comprend qu'elle soit permanente. Si on se l'imagine comme une image, il devient beaucoup plus difficile de comprendre comment une image peut être permanente. Bah, comme on disait tout à l'heure, la photo est statique d'un certain point de vue parce que vous prenez par exemple un magnifique coucher de soleil en photo. Le temps, imaginez du temps que vous, avant on parlait de Polaroid, mais maintenant c'est encore plus rapide avec un mobile, le temps que vous affichiez cette photo sur votre écran, le coucher de soleil n'est déjà plus le même. Bien sûr que l'image non plus n'est plus la même puisque les molécules du portable changent d'instant en instant, etc. Mais par rapport à cette représentation et le coucher de soleil, on voit qu'il y a quand même une différence de temporalité nécessairement. Donc on pourrait en effet se représenter une image comme étant statique, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par exemple, quand on découvre ce qu'est un dessin animé, on comprend en fait que ce n'est qu'une suite d'images, mais chaque image est statique entre guillemets, parce qu'elle ne représente aucun mouvement. Ouais. Elle est en mouvement parce qu'elle change d'instant en instant, mais elle ne représente aucun mouvement. Donc c'est là on peut faire malgré tout cette distinction entre image et la réalité. Mais en effet, je vois ce que veut dire, on peut voir ce que veut dire Geshe-Dreyfus, c'est que image, ça a le sens d'impermanence, etc., parce qu'une photo vieillit, etc., etc. Alors que la représentation conceptuelle, elle est vraiment temporairement permanente, c'est comme une bulle dans l'eau. L'absence d'eau est une simple absence, et donc c'est nécessairement temporairement permanent. Ouais? Ok. Donc là, c'est juste ce qu'il voulait rappeler par rapport à ça. Ok. Et il y a un truc intéressant, c'est qu'en effet, il y a la question d'un étudiant qui doit certainement se dire, oui, mais la conscience conceptuelle qui est en train de penser à quelque chose, cette conscience conceptuelle est en effet impermanente, non? Oui. C'est-à-dire que les bulles qui sont dans l'eau, elles sont dans l'eau qui, elle, est impermanente. Ouais. Les bulles en tant qu'absence d'eau l'absence d'eau dans la bulle est nécessairement permanente, mais la bulle elle-même, elle va de bas en haut, etc., etc. Et donc il dit, la conception est un phénomène impermanent, donc la conscience conceptuelle. D'ailleurs, la définition d'une conscience conceptuelle, c'est... C'est une cognition qui est apte à mêler une généralité de son, une généralité de sens. Exactement, tout à fait. Et donc c'est une cognition, c'est une conscience. Et une conscience est nécessairement impermanente, ouais. Très bien, waouh, on voit que là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été retenues, c'est cool. Donc la conception est un phénomène impermanent, donc la conception est vérité ultime. Qu'est-ce que la vérité conventionnelle? C'est ce qui est vérité du point de vue de la conception, du point de vue de samvriti. Ce qui ne veut pas dire que la conception soit conventionnelle, mais que les objets qui sont vrais pour la conception sont, pour la perception, pardon, que les objets qui sont vrais pour la perception sont ultimes.
Donc, vérité conventionnelle et vérité ultime sont des objets qui sont établis en tant que tels du point de vue d'une certaine conscience. C'est cette conscience qui est dite conventionnelle ou ultime. Mais une conscience est toujours une vérité ultime. C'est ça que ça veut dire. Oui. C'est-à-dire Oui, que... Ouais, puisqu'elle est constituée des instants de conscience qui sont libres. exactement, tout à fait. Une conscience est nécessairement impermanente, c'est un continuum d'instants infinitésimaux qui changent d'instant en instant, etc. Et donc, c'est une vérité ultime parce qu'elle est impermanente. Donc, pour les Sautrantika, impermanent égale vérité ultime. Mais il y a une différence entre vérité ultime et vérité conventionnelle et conventionnelle. Ouais. C'est-à-dire que, on a dit tout à l'heure, les vérités ultimes, les phénomènes impermanents, sont désignés comme vérité ultime. Pourquoi? Parce que ce sont les objets apparents des consciences ultimes. Ouais. Donc, une conscience ultime, elle est dite ultime. Pourquoi? Parce qu'elle est non erronée. Elle n'est pas conceptuelle. C'est une perception directe. Ouais. Oui. Donc, une conscience ultime une perception directe est une conscience ultime. Et en plus de ça, par-dessus le marché, c'est une vérité ultime, puisqu'elle est impermanente. Ouais. Ouais. Donc, une conscience est nécessairement une vérité ultime. Et en fonction de si elle est conceptuelle ou perceptuelle, elle va être dite ultime ou conventionnelle. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a une différence entre être ultime ou être conventionnel, ou être un sujet ultime ou un sujet conventionnel, et être une vérité ultime et une vérité conventionnelle. Tous ces sujets, ces possesseurs d'objets que sont les consciences, sont nécessairement des vérités ultimes, parce qu'ils sont impermanents. Mais en fonction de s'il y a un concept ou pas, c'est là on va dire que c'est un sujet conventionnel ou un sujet ultime. Ouais, ça parle à tout le monde? Mhm. Ok, bravo. Excellent. Donc on va essayer d'aller jusqu'à la fin de ce passage-là. Et puis, on continuera la fois prochaine. Très bien. Donc, il dit, ce qui ne veut pas dire que la conception soit conventionnelle, mais que les objets qui sont vrais pour la perception sont ultimes. Donc, vérité conventionnelle et vérité ultime sont des objets qui sont établis en tant que tels du point de vue d'une certaine conscience. C'est cette conscience qui est dite conventionnelle ou ultime, mais la conscience elle-même est toujours vérité ultime. Donc, c'est ce qu'on a dit. Elle peut être sujet conventionnel, mais elle est toujours vérité ultime chez les Sautrantika parce que c'est un phénomène qui est produit en dépendance de causes et de conditions. Elle change d'instant en instant, elle est impermanente. Puisqu'elle est impermanente, elle est réelle. Elle est un phénomène spécifiquement caractérisé, un swalakshana. La conscience conventionnelle est toujours vérité ultime, mais la conscience conceptuelle est sujet conventionnel, un sujet conventionnel. Donc l'objet qui est établi par le sujet conventionnel est vérité conventionnelle. Et l'objet qui est établi par le sujet ultime est une vérité ultime. Ouais. Mais la conscience elle-même est toujours établie par le sujet ultime parce qu'elle est perçue par l'auto-perception. Ok, très bien. Donc la vérité ultime, on a dit c'est impermanent. Et la vérité conventionnelle, c'est permanent. Une conscience est nécessairement impermanente, et donc c'est une vérité ultime parce que c'est un objet pour une conscience ultime. Et dans ce cas-là, la conscience ultime, ça va être l'auto-perception ou l'autocognition. C'est-à-dire que n'importe quelle conscience est nécessairement l'objet d'une autocognition. Après, on pourrait se poser la question, est-ce que l'autocognition elle-même est l'objet d'une conscience? Est-ce que l'autocognition est l'objet d'une autocognition? C'est l'histoire de la lampe qui s'éclaire elle-même. Oui, exactement. Donc là, ça pourrait poser question, parce qu'on pourrait se dire à ce moment-là, il y a comment dire, un processus à l'infini. Il faudrait que cette autocognition soit appréhendée par une autre autocognition qui serait appréhendée par une autre autocognition, etc. Donc là, ça pose question. Mais on pourrait dire à la rigueur que l'autocognition, qui appréhende directement une conscience visuelle en train de réaliser une table, cette autocognition pourrait très bien être l'objet d'une conscience ultime, la perception directe d'un Bouddha, par exemple. Pourquoi pas? Ah ouais. Pourquoi pas? Ouais. On pourrait dire ça. Ok, très bien. Puisqu'elle est perçue par l'autoperception, donc la conscience, qu'elle soit conceptuelle ou perceptive, est toujours perçue par l'autocognition. Elle est donc l'objet d'un sujet ultime, et elle est donc vérité ultime. Ok. Très bien, on pourrait se dire tout simplement parce qu'elle est impermanente, c'est une vérité ultime. Elle est produite par des causes et conditions, donc elle est réelle. Ce qui est produit par des causes et conditions est réel, car ce qui est produit engendre à son tour un effet. C'est ça que voulait dire Acharya Dharmakirti. Quand il dit
Tsema lome chenjeba, dunje nubar nebani. Il dit la cognition valide est infaillible. Et pourquoi? Parce qu'elle a la capacité d'opérer une fonction. Ça veut dire que dans le monde humain, on a besoin d'utiliser des tasses, des tables, des phénomènes impermanents, parce que c'est ça qui permet d'accomplir notre but, en fait. Et donc, c'est ça qu'il dit, Acharya Dharmakirti. Ah, Là, c'est permanent. là, on t'a perdu. C'est permanent, là. Lume chenjeba, dunje nubar nebani. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça puisse accomplir une fonction. C'est ça qui est très important. Mais ensuite, il va dire, bien sûr, que les permanents ne sont pas... Vous m'entendez toujours? Ça y est, mais il y a une Je crois grande qu'on a loupé quelques secondes. Tu étais figé. On n'avait plus de son. C'est pour ça que- C'est permanent, là, oui. Ok, très bien. Donc, c'est à partir d'où ça a coupé? Il y a eu du tibétain beaucoup, mais on- c'est dommage parce qu'on a perdu justement le tibétain et vraiment, ça, c'est... Ça, c'est vraiment dommage. Ouais. Donc, c'est ce que disait Acharya Dharmakirti dans le Pramanavartika. Il dit Tsema lume chenjeba, dunje nubar nebani. Ouais. Ah ben c'est Et ça, il oui. Il dit, je pourrais vous le faire en sanskrit, mais je ne vais pas le faire. Ok. Très bien. Il dit que la cognition valide est infaillible. Ouais. Avisamvadi en sanskrit est infaillible, est irréfutable et infaillible. Pourquoi? Parce qu'elle a la capacité d'opérer une fonction. Et donc, il faut que dans le monde conventionnel, on puisse opérer des fonctions, obtenir l'éveil, obtenir la libération. C'est quoi? C'est travailler sur notre esprit qui est impermanent. Et heureusement qu'il est impermanent. S'il était permanent, ce serait foutu. Soit on serait un être ordinaire pour l'éternité, soit on serait un être éveillé depuis toujours, et donc ce serait pas très drôle. Il n'y aurait pas de Dieu. Donc en fait, notre esprit est impermanent, nos facteurs mentaux sont impermanents. Nos afflictions, nos graines des afflictions sont impermanentes. On peut travailler dessus. L'altruisme, la sagesse, etc. sont impermanents. On peut travailler dessus, on peut les développer, ouais. Et donc, c'est ça notre chance immense en tant qu'être ordinaire, en tant qu'être humain, c'est que justement la cognition valide elle peut être développée et elle nous sert à utiliser les impermanents. Parce que c'est ça qu'on peut utiliser. Les phénomènes permanents ont leur utilité, mais on ne peut pas travailler dessus. C'est Ouais. une bonne nouvelle. Oui. Excellent. Donc, c'est pourquoi Acharya Dharmakirti dit ça. Ouais. Excellent. Bravo 1000 fois, parce que c'est pas facile du tout, mais vous vous accrochez très bien. Et donc, on continuera cette fameuse page 107 la prochaine fois. Et puis, je crois que dans les pages qui suivent, voilà, il y aura les 3 natures aussi des Yogacaras. Donc, ça, c'est très important. C'est ce qui permet de comprendre les choses pour eux. Et il y aura aussi quelques débats par rapport à phénomène substantiel, phénomène nominal, etc. On verra tout ça progressivement. Ouais. Ouais. Merci encore 1000 fois. C'est magnifique. Et puis, donc, Merci à vendredi toi. prochain. Merci à tous. Merci beaucoup. Et à 19h pour les débats. À 19h. bientôt. Merci beaucoup. Allez, au Merci. revoir. Au revoir. Ciao. Oui, au revoir.